Boucher était dans les premiers initiateurs de ce qui est devenu l'UFAB. Le maire, qui était un négociant en grains, refusait, il était sélectionneur aussi, il refusait les techniques chimiques, mais première mention qui était la mention de le maire Boucher, mais qui était circuit économique intégré. C'est-à-dire qu'il fallait vendre le grain à le maire, et il fournissait les intrants, et notamment le lithotam. Alors le lithotam dans les terrains acides, oui, c'est un bon amendement. Dans les terres calcaires qu'on a ici dans le Midi, c'est plutôt une catastrophe. Alors c'est peut-être pas la seule raison. Bon, ils ont eu après, je tiens quand même à le signaler, le premier vétérinaire homéopathe, en tout cas qui a écrit la première matière médicale vétérinaire d'homéopathie, Henri Quicandon, qui a dû se réfugier en Espagne, qui a aussi fait que ça s'est développé aussi dans l'élevage. La mention le maire Boucher, mais c'est resté beaucoup dans l'Ouest. Et Nature et Progrès, qui est plus resté sur le principe de base de l'agriculture biologique et non pas sur une organisation commerciale. Au début, c'est beaucoup plus développé dans le Midi, avec des maraîchers ou les vignerons aussi, mais c'est venu plus tard, mais avec des producteurs, comme d'ailleurs moi, en vente directe. Donc ils n'avaient pas besoin de circuit économique intégré qu'offrait le maire Boucher. Et Nature et Progrès est donc né en 1964, et au début, et c'est toujours le cas, hein, c'est pas uniquement une organisation d'agriculture biologique, c'est une organisation d'agriculture et d'hygiène biologique. L'hygiène, bon, c'est les cosmétiques, je crois qu'il y en a ici, mais c'est aussi la manière de se soigner, c'est aussi le mode de vie, tout simplement. Et ça a construit un mouvement où il y avait même souvent beaucoup plus de consommateurs que de producteurs, avec aussi tous les réseaux de médecine naturelle, bon, je ne vais pas développer. Dans les années 70, donc Nature et Progrès a créé l'ACAB, l'Association des conseillers en agriculture biologique, qui d'une part venait voir les paysans qui étaient membres de Nature et Progrès pour les aider au niveau technique, parce que l'enseignement, c'était encore pire à l'époque, mais enfin aujourd'hui c'est pas nécessairement beaucoup mieux. On apprenait la chimie, c'est tout quoi. Moi j'ai fait une formation agricole obligatoire pour m'installer. On m'a appris à faire de l'ensilage. À Minervois, je ne sais pas si je voulais faire de l'ensilage, mais il faut des prairies comme on les a en Bretagne, mais pas comme on les a ici, quoi. Donc c'était quoi et ça, cette association a été très importante pour d'abord construire tout un tas de savoir-faire qui permettent de développer la pratique de l'agriculture biologique. Et en même temps, ça a été l'outil indispensable pour ce qu'on appelait à l'époque la mention, le contrôle de la mention. Parce que bon, ça fait vendre hein, quand même d'avoir la mention Nature et Progrès déjà à l'époque. Mais bon, tout le monde ne peut pas marquer Nature et Progrès s'il ne respecte pas le cahier des charges Nature et Progrès. Oui, j'ai oublié de dire que ces cahiers des charges, on les a rédigés avec ces techniciens agricoles. Et donc c'est eux qui, tout en amenant le conseil, faisaient le contrôle. Et puis rapidement, on a créé ce qui s'appelle toujours les COMAC,
qui sont les commissions mixtes d'agrément et de contrôle, dans lesquelles siège le technicien qui fait le contrôle, des agriculteurs et des consommateurs. C'est-à-dire que le consommateur il est très important dans le contrôle. Et ces commissions sont locales, elles sont départementales. Ce n'est pas dans chaque village, elles sont départementales. Et ça, c'est quelque chose qui s'est construit dans les années 70. Par la suite, Philippe Desbrosses, qui n'était pas Nature et Progrès, qui est quelqu'un, disons, de la droite traditionnelle, c'est la ferme Sainte-Marthe, c'est lui qui a créé la ferme Sainte-Marthe. Cette droite traditionnelle, qui était liée au gouvernement, c'était avant l'élection de François Mitterrand, a obtenu une loi de reconnaissance de l'agriculture biologique. Et là, ça a été un point très important, parce que nous, on n'était pas reconnus. On avait le droit de marquer Nature et Progrès sur les produits, mais c'était un label, quoi. Et une fois que cette loi a été prise, on rentre dans le système officiel de contrôle des lois, etc. Et le gouvernement a décidé de dire qu'ils ne peuvent revendiquer l'agriculture biologique que ceux qui ont des cahiers des charges reconnus par le gouvernement. Le cahier des charges Nature et Progrès a été le premier reconnu, parce que le maire Boucher, à l'époque, c'était même pas un cahier des charges, c'était une organisation économique. Mais on a vu fleurir tout un tas de ce qu'on a appelé des faux bio, notamment le bio tournant. Vous faites du maïs avec beaucoup d'engrais, et l'année d'après, vous faites du blé. Et vous dites, je suis en bio parce que je n'ai pas mis d'engrais. Pour ceux qui sont pas agriculteurs, l'engrais, si on en met trop la première année, il y en a encore la deuxième année. Donc on a eu une multitude de cahiers des charges. Il y a un autre qui a perduré plus longtemps, qui a été Biofranc et qui a donné la Fédération nationale de l'agriculture biologique par la suite. On avait aussi en Nature et Progrès beaucoup de membres qui étaient des transformateurs, que vous trouvez ici. Il y en a qui sont connus, vous les trouvez encore, mais que vous trouvez encore dans les Biocoop. Alors il y en a qui sont restés en Nature et Progrès parce qu'ils y tiennent. Mais l'étape d'après, cette reconnaissance, ça a permis à Nature et Progrès de vraiment se développer. Je vous dis 2000 professionnels, je ne parle pas de membres. 1991, règlement européen. Magnifique, l'Europe reconnaît l'agriculture biologique. Eh bien non, c'était une catastrophe. Où est la catastrophe? On en voit le résultat aujourd'hui, alors ça a été en plusieurs étapes. Il faut appliquer les réglementations européennes. Alors déjà, le règlement européen, il est soumis aux réglementations européennes de contrôle. Réglementation européenne de contrôle, obligation de séparation du conseil et du contrôle. Quand c'est pour faire le contrôle du supermarché, je veux bien. Mais nous, on avait justement, c'était notre qualité, c'est que dans les comacs, d'abord tout le monde participe au contrôle, et ensuite il y a un échange de savoir-faire, pas simplement avec les techniciens, mais entre les paysans qui s'échangent leur savoir-faire, parce qu'il a fallu tout réinventer. Moi j'ai beaucoup appris avec les anciens, que ce soit pour la vigne ou que ce soit pour l'élevage, qui eux n'utilisaient pas l'agriculture chimique. Mais la génération qui démarrait dans les années 90, malheureusement, des anciens comme ça, c'était ma génération qui était les anciens, mais moi j'ai appris des anciens d'avant, et puis on n'était pas adapté aux techniques actuelles, au matériel actuel, aux demandes des consommateurs, et puis aussi à la catastrophe génétique qu'il y a au niveau des plantes et des animaux par la perte de biodiversité due à la sélection végétale, à la sélection animale. Donc cet échange de savoir-faire, c'est quelque chose d'indispensable. De la même manière que le regard des consommateurs est quelque chose d'indispensable. Donc le gouvernement nous a dit, Nature et Progrès, vous êtes quand même l'organisation la plus importante, devenez un organisme certificateur. Nous on leur a dit non. Nous on leur a dit, cet échange entre agriculteurs de savoir-faire et qui est lié à nos comacs, et le fait que les techniciens ne soient pas des qualiticiens comme sont les
contrôleur d'EcoCert, ou il y en a d'autres. Hein, je ne veux pas taper que sur EcoCert, mais on a besoin d'échanger avec eux. Donc on n'a pas voulu être organisme certificateur. Et là, il y a eu ce qu'on appelait... Bon, il y a eu des crises avant, mais je ne vais pas vous les détailler, mais une grosse crise Nature et Progrès, c'est que la majorité des transformateurs payer le contrôle Nature et Progrès, c'est des gens qui ont un gros chiffre d'affaires. Donc le coût du contrôle est quand même en partie proportionnel au chiffre d'affaires et aussi à la diversité des produits. Donc eux, ils ont dit on ne va pas payer le contrôle Nature et Progrès, donc Ficomac, ils n'avaient rien contre, et le contrôle officiel qui donne droit à l'appellation officielle agriculture biologique. Et donc on a eu une hémorragie qui a donné plus tard le Synabio, bon, avec lequel moi j'ai encore des bonnes relations, parce qu'il y a quand même des bio honnêtes là-dedans, mais c'est une question économique, mais qui a une origine réglementaire. À partir de là, Nature et Progrès a perdu aussi des adhérents, mais on a gardé, et ça c'est intéressant pour notre région, beaucoup de vignerons. Pourquoi on a gardé beaucoup de vignerons? C'est encore une histoire à la fois de principe de l'agriculture biologique et réglementaire. Ils ont inventé une nouvelle maladie qui est liée à la multiplication clonale donc aux pépiniéristes, qui s'appelle la flavescence dorée. Moi j'ai vu des vignes côte à côte, la cicadelle qui soi-disant la transmet, oui elle la transmet, et des vignes côte à côte, certaines qui n'avaient pas une trace de flavescence dorée et l'autre qui en avait. Et j'en ai vu beaucoup dans l'Hérault, j'en ai vu dans l'Aude, j'en ai vu bon. Obligation de traitement, à l'époque c'était les organophosphorés, donc les mêmes que les gaz de combat. Ceux qui avaient le label bio officiel ne traitaient pas, et ils perdaient le label bio officiel parce qu'ils ne respectaient pas la réglementation, ou bien ils traitaient et ils perdaient le label officiel parce que ils utilisaient un produit chimique de synthèse. Et cette année-là, bon, le marché au niveau des consommateurs de vin bio, c'était beaucoup le marché allemand. Les Allemands, ils n'en ont rien à foutre de cette histoire réglementaire et les vignerons de Nature et Progrès se sont emparés du marché allemand. Ils ont été les seuls à pouvoir vendre. Et donc à partir de là, on a gardé pendant longtemps un nombre d'adhérents vignerons importants. Non, petit à petit, avec, alors c'est venu doucement, hein, les primes à l'agriculture biologique, hein, c'est pas venu du jour au lendemain comme c'est aujourd'hui, mais au fur et à mesure qu'il y a eu des primes à l'agriculture biologique, il fallait être certifié. D'abord, du coup, d'une double certification, Nature et Progrès plus certification officielle, on a tout de suite vu un partage entre les producteurs diversifiés en vente directe, qui parce qu'ils sont diversifiés, surtout des maraîchers ou des petits éleveurs, etc., sont sur le marché de vente directe, où là, le panneau Nature et Progrès, c'était vraiment utile pour vendre, hein, c'était un intérêt économique. Les paysans bio qui étaient dans les circuits longs, qu'on appelle avec transformateurs, distributeurs, silos, etc. Eux, ils n'étaient pas en contact direct avec les consommateurs, ils voulaient les primes, ils ont laissé tomber Nature et Progrès. C'est pas parce qu'ils étaient contre, c'est parce que, bon, au niveau économique, bon, ceux qui connaissent un peu les paysans, la majorité d'entre eux sont dans une situation économique assez difficile. Donc ça, c'est un processus qui s'est passé tout au long des années 90, et qui se continue aujourd'hui, et c'est pour ça que beaucoup de producteurs qui étaient en Nature et Progrès n'y sont plus, bien qu'ils sont très intéressés par le travail qu'on fait. Dans les années 2000, Nature et Progrès s'est emparé de ce qu'on appelle le système participatif de garantie. Bon, moi, il se trouve que je travaillais déjà pour la Via Campesina à l'époque. J'étais au service professionnel de Nature et Progrès avec Isabelle Montagnon. Grâce à la Via Campesina Internationale, j'ai connu des systèmes participatifs de garantie à la fois au Brésil et en Inde, où j'étais développé depuis assez longtemps, et même au Brésil, reconnu par le gouvernement. Et donc Nature et Progrès s'est engagé
dans ces systèmes participatifs de garantie qu'en fait ils pratiquaient depuis les années 70, c'est-à-dire c'est le système d'ECOMAC, d'échange de savoir-faire entre professionnels, de présence des consommateurs, parce qu'eux aussi ils ont leur mot à dire, et c'est eux qui ont le principal mot à dire, parce que le marché c'est les consommateurs. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et donc on a lancé les systèmes participatifs de garantie, ça a déclenché une nouvelle crise. Certains voulaient qu'on redevienne organisme certificateur. Bon, le mécanisme qui marche aujourd'hui partout pour donner la mention. Alors, sur le vocabulaire, le logo AB, c'est un logo officiel. On n'a pas le droit de s'appeler AB, parce que, bon, alors il faut payer la certification AB. Au début, on s'appelait mention. Après, on nous a demandé de rentrer dans la réglementation des marques. Alors, on peut être reconnu comme une marque commerciale, mais il y a des mots qu'on ne peut plus employer. On nous a demandé d'enlever dans le logo de Nature et Progrès les mots agriculture biologique. Parce que on ne donne pas une certification européenne, réglementaire. On faisait des foires Nature et Progrès, à l'époque c'était à Gignac, où il y avait énormément de producteurs Nature et Progrès. Ils n'ont pas perdu l'esprit Nature et Progrès, mais ils sont partis en logo officiel. Ce que je constate, moi, aujourd'hui, autour de moi, ce que j'ai constaté en Catalogne, au début des années 2000, bon, patron de tous les magasins bio, anti-OGM très dynamique, pour tous les magasins bio de Barcelone, ils s'approvisionnaient autour de jeunes, bon, beaucoup de maraîchers, mais qui ne voulaient surtout pas être agriculteurs. Parce que s'ils sont agriculteurs, ils sont obligés de respecter la réglementation. Bon, moi, j'ai été éleveur. Dans mon fourgon, j'amenais les bêtes. Je n'ai pas amené beaucoup à l'abattoir, parce que je suis assez contre les abattoirs. Mais bon, je transportais des bêtes dans mon fourgon. À l'époque, en Espagne, il vous fallait un véhicule agréé. Bon, on y arrive en France. Et pareil, toutes les réglementations de l'agriculture conventionnelle, ils ne voulaient pas y rentrer dedans. Donc c'était des jeunes sans métier, certains c'était des squats, d'autres c'était des terres remises à disposition pour la mairie de Barcelone, d'autres c'était des petits paysans qui travaillaient en groupe et qui ne voulaient surtout pas être reconnus comme agriculteurs. C'est évident qu'il faut un contrôle. Et c'est vrai que cette nouvelle génération qui arrive aujourd'hui, ils ont de la difficulté avec ça. C'est évident. Quand c'est le marché local, au bout d'un moment, celui qui truande, entre paysans, on le voit tout de suite, quelqu'un qui truande. Hein. J'étais sur le marché à 7. Et à côté de moi, j'avais un producteur de coquillages qui marquait origine héros. Ça venait pas de l'Hérault. Un jour, j'ai fait une flèche, son stand est à côté de moi. Origine inconnue. Je l'ai laissé sur mon stand. Il n'est plus jamais revenu. On est capable de faire des contrôles interprofessionnels. Mais bon, ça ne suffit pas. Et là, il faut que les consommateurs soient là. Et je pense que si vous, les consommateurs, vous ne vous mobilisez pas pour qu'il y ait un réel contrôle, mais sans les travers du cahier des charges officiel, parce que le cahier des charges officiel, vous avez déjà des OGM aujourd'hui, notamment tout ce qui est fusion cellulaire et culture in vitro. C'est à vous de vous mobiliser pour, faire comprendre à ces jeunes que s'ils veulent que ça dure, il faut un minimum de contrôle pour qu'il y ait la confiance. Si c'est votre voisin, vous pouvez avoir confiance, mais si vous achetez un produit qui vient de 200 km, c'est difficile d'avoir la confiance. Le groupement d'achat chez moi, qui n'est pas nécessairement bio. Mais dans le groupement d'achat, ils vont faire des contrôles des producteurs. Avant d'accepter un producteur, ils vont le contrôler. C'est pas pour l'agriculture biologique. Hein. Bon, il y a une grande majorité d'agriculture biologique. Bon, on avait un producteur qui nous proposait du riz qui venait de l'Aude, hein, dans les temps en dessus de Trèbes. Bon, ils sont allés le contrôler, ils ont vu que
Non, ça passait pas, je ne vais pas vous dire pourquoi, je veux dire du mal de personne. Mais donc, cet esprit-là, il existe. Les coopératives de consommateurs, ils s'en recréent. Nature et Progrès est aussi né de beaucoup de coopératives de consommateurs dans les années 70. Donc je pense que vous avez un rôle important pour convaincre ces producteurs. Je n'ai pas parlé de la biodynamie. La biodynamie, c'est pareil. Ils ont adhéré à Nature et Progrès dans les années 70. Mais à partir du moment où il y a eu ces histoires de système de contrôle, Demeter a décidé d'être contrôlé par les organismes certificateurs. Et ils ont abandonné, bon, beaucoup de biodynamistes étaient dans les comacs. Et il y a beaucoup qui avaient à la fois Nature et Progrès et Demeter. Mais Demeter a confié le contrôle de la mention de Demeter à des organismes de contrôle officiels. Ce qui est important, quand EcoCert est né, donc organisme de contrôle officiel, séparant le conseil et le contrôle, il a embauché tous les techniciens de la CAB, de l'association des conseillers en agriculture biologique qui faisaient le contrôle Nature et Progrès et qui ont continué à le faire en plus. Ces techniciens, c'était des agronomes. Aujourd'hui, EcoCert, ce sont des qualiticiens. C'est quoi un qualiticien? C'est quelqu'un qui vient avec un ordinateur et qui marque, alors c'est même pas des croix dans des cases, hein, voilà, il remplit un logiciel. Ils n'y connaissent rien aujourd'hui en agriculture, ces gens-là. Ils ne vont pas dans les terres. Ou une fois, de temps en temps, ils font un prélèvement quand ils ont un soupçon pour faire une analyse, pour voir si y a des produits chimiques de synthèse. Mais tous les règlements européens, c'est de plus en plus dématérialisé. Alors, ils disent qu'ils vont dans les fermes, oui, mais ils vont dans le bureau du paysan. Et dans les champs, ils y vont quasiment pas. Et bon, nous les paysans, on n'est pas cons, hein, quand on va faire un contrôle chez un collègue, on le voit tout de suite, c'est les truandes, parce qu'on est du métier. Un qualiticien, c'est quelqu'un qui remplit des formulaires sur son ordinateur, vérifie les factures, oui, ça, un temps important à vérifier les factures. Alors il suffit de ne pas lui montrer les factures qu'on ne veut pas qu'il voit. C'est aussi simple que ça. Ils ne vont pas vérifier la conformité des factures avec la comptabilité déclarée. De temps en temps, ils vont attraper quelqu'un qui fait du faux bio. Mais ça n'a pas du tout la qualité des contrôles des comacs, et surtout, ça supprime l'échange de savoir-faire de paysan à paysan. Et ça, l'agriculture biologique, c'est comme ça qu'elle s'est construite. Transfert de savoir-faire de paysan à paysan, avec le soutien d'agronomes et de techniciens. En élevage ovin-viande, la PAC, c'est entre 60 et 80% du revenu du paysan. C'est pas la vente des agneaux avec la prix montagne. La PAC, y compris la prix montagne. J'ai eu de la chance. J'étais syndicaliste. Quand on a fait la carte pour désigner les zones de montagne dans l'Hérault, je connaissais les services de la préfecture. Mon village, la Gonette, qui est à la limite, on est en zone de montagne. Les villages à côté, ils sont en zone de plaine. Mais si je n'avais pas eu la prime montagne, économiquement, je crois que je ne passais pas. Donc rendez-vous compte qu'aujourd'hui, la majorité des paysans, pas tous, mais la majorité des paysans, l'essentiel de leurs revenus, c'est la politique agricole commune. En agriculture biologique, on vous rajoute effectivement des primes d'agriculture biologique, mais qui ne compensent pas, et de très loin, la facturation des dégâts de l'agriculture chimique, qui est facturée aux contribuables. On s'imagine que les gens se battent que pour des idées. Oui, on se bat pour des idées, pour des principes. Et moi, je me suis mis en direct, petit élevage, etc., parce que j'ai des principes. Et l'agriculture biologique, Nature et Progrès, parce que j'ai des principes. Mais économiquement, il faut survivre. Moi, j'ai 4 enfants, il va falloir les nourrir. Et beaucoup de fermes sont dans la même situation. On ne peut pas, suivant la situation dans laquelle on est, on ne peut pas se permettre n'importe quoi. Pour les maraîchers, il n'y a pas qu'il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de maraîchers qui sont restés longtemps à Nature et Progrès, parce qu'ils n'y perdaient pas, mais sans prendre la belle baie. Nature et Progrès est un des principaux initiateurs du réseau Sens Paysanne en France. J'étais salarié à temps partiel à Nature et Progrès, et quand on a créé le réseau Sens Paysanne, j'ai été mis à disposition en totalité pour mon temps partiel
le réseau Sciences Paysannes. Le réseau Sciences Paysannes, il est né des biodynamistes, de Nature et Progrès, de la Confédération Paysanne et de la FNAP. En fait, les seuls qui se sont impliqués, c'était qu'ils étaient soit la Confédération Paysanne, soit Nature et Progrès. Alors, le réseau Sciences Paysannes, c'est pas des variétés. C'est pas homogène, c'est pas stable, c'est pas reconnu, c'est pas identifié. Mais c'est pas des variétés, c'est des populations. Le gluten, et c'est vrai que les protéines de gluten des blés nains, sélectionnés en lignée pure, qui sont tous croisés avec un blé japonais qui pousse dans les marais cages. Et c'est pour ça qu'il n'est pas haut, parce que sinon, il verse avant que le grain soit mûr, et donc il ne peut pas se multiplier. Pourquoi ils sont nains? Parce que si on mettait beaucoup d'engrais chimiques, c'est comme dans les marécages. Si la paille elle est haute, elle verse avant les moissons. Donc vous pouvez travailler ce qu'on appelle ces blés anciens, mais qui sont modernes, qui sont resélectionnés par les paysans du réseau Sciences Paysannes pour les adapter aux conditions de culture aujourd'hui, tout simplement. Mais l'origine, c'est ces blés qui font 1,50 m, etc. Et ce qui se passe dans ces blés à haute tige, c'est que le processus de maturation du grain se fait d'abord sans engrais chimiques et se fait dans la tige. Et pendant relativement longtemps, et même les anciens, ils moissonnaient, ils mettaient en gerbe et ils battaient beaucoup plus tard parce que le grain continuait à mûrir avec les réserves qui s'étaient faites dans les nœuds de la tige du blé. Et là, ce qui se passe, dans les blés à paille courte, les blés modernes, vous avez des protéines simples. Les protéines simples, ça nourrit les insectes, les bactéries, les champignons. Les animaux dits supérieurs, on a besoin de protéines complexes. Si on ne se nourrit que de protéines simples, c'est comme si vous mangez que du sucre. L'obésité, ça ne vient pas uniquement de l'abus de sucre. Ça vient aussi du fait que toute notre nourriture est faite de transformation directe de l'azote chimique en protéines simples qui ne sont pas nutritionnelles pour les humains. Maintenant, on a besoin de caractère nutritionnel avec des oligo-éléments, des micro-organismes et de protéines complexes. Donc là, les paysans boulangers, la majorité des paysans boulangers de Nature et Progrès, ils sont tous au réseau Sciences Paysannes. Et si le réseau Sciences Paysannes n'avait pas existé, on avait quelques paysans qui sélectionnaient dans leur coin, sans en parler, c'était interdit. Par la loi, en fait, on leur a dit non. On a dit d'abord, nous, c'est interdit, on n'a pas le droit, on prend le gauche. Donc on a pris le gauche, on a échangé nos semences, mais après on l'a fait reconnaître dans la loi. Et maintenant, on est en train de se battre pour le faire reconnaître dans la nouvelle réglementation européenne. Certes, les consommateurs ne sont pas tous conscients de ça. Il y a peut-être moins d'écoute aujourd'hui, et c'est logique. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie aussi à faire des conférences pour Nature et Progrès, et pour les faucheurs volontaires, et pour la Confédération Paysanne aussi. C'est vrai que je vois une différence au niveau du public aujourd'hui. Le congrès de 72 à Marseille, je crois qu'on était 3 ou 4 000 de Nature et Progrès. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais bon, l'accumulation des crises, je ne vais pas vous les citer toutes, depuis le soi-disant Covid, les guerres qui arrivent à nos frontières, qui vont peut-être arriver ici, avec le président Goma, etc. Bon, je ne vais pas vous... Mais l'accumulation des crises fait que les gens sont beaucoup moins conscients. Ils sont tous les jours, toutes les 5 minutes, ils regardent le machin qu'on a dans la poche, là, et on leur dit il y a une nouvelle catastrophe. Bon, mais voilà, les gens ils ne prennent plus de recul, ils ne réfléchissent plus, et le public était beaucoup plus réceptif il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, à la qualité nutritionnelle des aliments et tout ce qu'on raconte. Aujourd'hui, les gens disent mais voilà, il passe à autre chose. Mais un renouveau important de l'agriculture, c'est tous ces jeunes qui s'installent, souvent avoir fait d'autres études, qui passent le BPERA, qui font des petites formations, qui font des marchés, disons, locaux, etc., qui vivent en partie avec le RSA, et d'ailleurs, ils ont leur situation menacée parce qu'on voudrait les obliger, en plus de leur travail de paysans,
on voudrait leur obliger au titre du RSA de faire 10 heures ou je ne sais pas combien d'heures, disons, par mois d'activité d'utilité publique ailleurs, disons, ailleurs que sur leur ferme, alors qu'ils travaillent déjà, ils ont 30 heures, 40 heures, 50 heures, 60 heures par semaine sur leur ferme. Donc voilà, c'est des problèmes actuels qui sont relativement importants. Il y a beaucoup, disons, de jeunes adhérents Nature et Progrès qui sont aussi à la MSA en tant que cotisants solidaires. Cotisants solidaires parce qu'ils n'ont pas la surface suffisante, le revenu suffisant, etc. Par exemple, il va y avoir des élections à la Chambre d'agriculture là prochainement, au mois de janvier. Ces gens-là n'ont pas le droit de voter, ne sont pas reconnus comme paysans. Alors que c'est une nouvelle dynamique de la paysannerie française. Et par exemple, la Confédération paysanne a toujours revendiqué que ces cotisants solidaires puissent être votants à la Chambre d'agriculture. Eh bien, cette composante dynamique de l'agriculture française, disons non productiviste, etc., eh bien, n'est pas du tout représentée dans les instances agricoles.